je suis donc Bénédicte Lambert, je suis créatrice culinaire, je travaille autour de la cuisine créative et collaborative. J'écris des recettes, je fais des ateliers, des événements autour de la cuisine créative, c'est-à-dire que j'amène à regarder un peu différemment sa cuisine, son assiette, et à être plus créatif avec, et collaboratif, à travailler ensemble. Donc je propose en fait de changer un peu le côté classique du chef qui dit ce qu'on doit faire, de la recette qu'on suit exactement. Et je vais amener à ce que les personnes puissent improviser, essayer des choses, puissent se tromper aussi. Je trouve que c'est très important de pouvoir se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Et je vais beaucoup appuyer sur le fait de changer son regard. Et c'est ce que je vous propose ce soir, c'est de regarder l'alimentation et son histoire avec un œil neuf. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi donc dans cette thématique de déconditionnement? C'est parce que je vais vous raconter tout d'abord tous les conditionnements, tout ce qui fait qu'on en arrive à ce qu'on a dans l'assiette aujourd'hui, et comment on peut sortir un peu de ce conditionnement, si on en a envie, bien sûr. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire, c'est tout ce qui s'est passé qui fait qu'on en arrive là. Donc le côté un peu magique des hasards, des sœurs Tatin qui ont découvert une tarte, du grain de sel qui vient de se mettre dans une recette et qui va tout changer. Et en fait, il y en a beaucoup dans l'histoire des choses. Et il n'y a pas que des changements de rouage, il y a aussi des choses assez importantes, des choix, des conditionnements qui peuvent être ou religieux ou politiques, mais aussi culturels, artistiques, scientifiques. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, en fait, on va voir que c'est des milliers d'années d'évolution. Donc, c'est un peu caricatural comme image pour vous dresser un peu le portrait de ce qu'on va voir. Et en fait, je vais vous raconter une histoire avec un grand H et plein de petites histoires. Parce que je vais démarrer assez loin, vous allez voir. Et pour l'heure, donc là, je vais commencer vraiment, et je vous propose d'écouter et de vous éveiller à quelque chose de nouveau. Pensez-vous que vous êtes aux commandes de votre vie et de votre alimentation? Je vais vous dire pourquoi vous êtes là. Parce que vous avez un savoir culinaire que vous ne vous expliquez pas encore, mais qui vous habite et que vous consommez chaque jour. Êtes-vous sûr d'être prêt à entendre ce que je vais vous dire? Oui? Oui? Okay. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde
qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Je vais vous proposer de vous lever. Petite parenthèse, ceux qui ne veulent pas être filmés, je vais vous demander de ne pas bouger. Pour ceux qui acceptent d'être filmés, je vais vous demander de me rejoindre et de choisir votre camp. La pilule bleue, vous allez oublier cette conférence après l'avoir vue, vous ne vous souviendrez de rien. La pilule rouge, je vous emmène découvrir la vérité. Vous pouvez vous avancer et choisir votre côté. Et je vais vous demander d'attendre avant de prendre votre pilule rouge. Donc pilule rouge de ce côté, pilule bleue de ce côté. Allez, n'ayez pas peur. Donc, personne ne prend la pilule bleue. Tout le monde veut se souvenir de cette conférence alors? Par contre, pour ceux qui veulent choisir la pilule rouge, il faut que je vous dise avant que j'ai mis quelque chose dedans. Peut-être certains sont sensibles. C'est un colorant rouge. C'est de la cochenille. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Son petit nom, c'est le E120. On la trouve dans le jambon, le tarama, dans les yaourts, dans les glaces, dans plein de choses. Est-ce que du coup, il y en a que ça fait changer d'avis sur... Non? Après, elle est filmée, la conférence, donc bon, vous pourrez la revoir après. Non? Ouais? Je me disais aussi. Allez, changez de côté. Mais vous pouvez prendre la pilule bleue. Non, la pilule bleue, ça ne vous intéresse pas? Non? Ah, parce que dans la pilule bleue, j'ai mis quelque chose de spécial. Alors, c'est quelque chose, c'est vraiment un produit très, très rare et très cher. C'est du Copilouac. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Copilouac? C'est un produit que j'ai ramené de Bali. En fait, j'ai mis de l'extrait de café. C'est un café, en fait, qu'on retrouve dans les excréments du louac, un animal, dans une civette. Donc c'est un café en fait qui est l'animal mange les cerises de café, ensuite il les digère, ça lui donne des enzymes et en fait ce café prend un goût exceptionnel et c'est vraiment le café le plus cher du monde. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me suis demandé en fait comment à un moment donné quelqu'un avait eu l'idée d'aller ramasser du café dans les excréments d'un animal pour le goûter. Vous ne vous posez pas ce genre de questions des fois? En fait, l'histoire, c'est que ce sont les Hollandais qui colonisaient à l'époque Java et Sumatra, qui ont ramené du café du Yémen, d'Afrique, et qui ont interdit aux personnes qui s'occupaient des plantations de goûter le café.
Et comme ils voyaient qu'il y en avait dans les excréments, ils se sont dit qu'ils allaient le goûter comme ça. Et en fait, il était tellement exceptionnel ce café que c'est revenu aux oreilles des colonisateurs qui se sont mis à le goûter et qui en ont fait leur café, qu'ils ont exporté ensuite et qui était déjà à l'époque donc très rare et très cher et qui est resté encore aujourd'hui très rare et très cher. Du coup, ça vous donne envie de goûter un café très rare et très cher ? Ouais. Eh ben non, tout ce que je vous ai raconté, en fait, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, on peut vous faire gober n'importe quoi, vous êtes prêt à manger, en fait, ce qu'on vous dit. Bon, peut-être pas tout à fait. Bon, vous pouvez, en fait, choisir, suivant la couleur, j'ai mis que des produits naturels, donc vous pouvez goûter vraiment, faire une expérience gustative. Le bleu, vous avez de la spiruline, et le rouge, vous avez du roucou. Donc, vous pouvez choisir maintenant du roucou, c'est une épice que vous pouvez, les deux, vous pouvez les consommer, donc vous pouvez choisir votre couleur. Les rouges, elles sont là-bas. Non, il faut les mâcher. Ouais. Ouais. Et c'est vegan. Il y en a qui changent d'avis, vous pouvez toujours changer d'avis, vous pouvez toujours passer sur la scène pendant la conférence et venir prendre une pilule. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté ça, en fait ? Pour voir qu'en fait, les histoires qu'on raconte, en fait, elles ont une influence sur le goût, sur ce qu'on va manger, sur les envies qu'on a. Ça, c'est Claude Lévi-Strauss qui le dit, il le dit bien, alors j'ai mis sa phrase. On dit souvent qu'on ne se nourrit pas que de nourriture. Il y a des expressions dans la langue française où on dit qu'on se nourrit d'illusions, qu'on se nourrit d'erreurs. Et en positif, on peut nourrir son esprit, se nourrir d'amour et d'eau fraîche, ou que vivre des expériences est nourrissant. Moi, j'ai l'intime conviction que quand on ne mange pas que des molécules, on ne mange pas qu'un aliment, on mange aussi tout ce qui est transmis dans cet aliment. Il y a des vibrations, il y a un agriculteur qui l'a fait pousser, il y a quelqu'un qui l'a ramassé, il y a quelqu'un qui l'a transporté. On espère qu'il n'y en a pas trop de personnes qui l'est pas trop passé de main en main. Et ensuite, elle arrive, en fait, on la cuisine, et quand on la cuisine, on y met aussi ces vibrations. Et ensuite, on mange toutes ces émotions, toutes les choses qui sont passées dans cet aliment. Je vous parlerai un peu plus tard du docteur Emoto, un professeur japonais, qui a fait des expériences scientifiques et qui montre en fait comment les molécules changent avec les émotions. Pour l'heure, je vais commencer de vous raconter cette histoire et je vais raconter... Ça vous rappelle des souvenirs à l'école, les frises. Et là, c'est juste un peu pour vous situer, il y a plein d'éléments. Mais c'est pour vous situer un peu là où je vais aller. Donc, je vais commencer vraiment au tout début de la frise, avec moins 4 millions d'années. Donc, la première histoire. Donc, au tout début, il y a un homme, une femme, on l'appelle Homo. Après, il y aura, vous voyez, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, tout ça. Le premier, c'est Homo. Que mange l'Homo? Il mange des herbes, des feuilles, des graines. Il a une alimentation à majorité végétale. Alors, est-ce que déjà, ça vous choque que je dise qu'il a une alimentation végétale? Est-ce qu'il y en a qui sont surpris de cette information? Vous pouvez lever la main pour que je vois si ça vous surprend ou pas. Non, tout le monde sait. Personne n'est surpris. Moi, en fait, je croyais que l'homme, au début, en fait, mangeait de la viande, parce que je vois l'image du chasseur comme première image de l'homme. Eh ben non. En fait, comment on sait qu'il avait une alimentation plutôt végétale? C'est par la dimension des territoires et l'usure caractéristique des dents. Donc, déjà pour moi, la première constatation, c'est que
aujourd'hui, en fait, donc on a une très longue histoire, plus de 4 millions d'années, mais qu'on est déconnecté du végétal. Mais alors, pour certains, complètement déconnecté. Moi, j'entends des gens dire « on n'est pas des lapins ». Bon, ça me fait souvent sourire, mais on revient un peu à certaines découvertes sur des aliments qu'on a tout le temps à portée de main. Le pissenlit, le pourpier, la mauve, c'est des choses qui poussent en abondance. On le sait, les orties aussi, qui sont des choses très riches. Et pourtant, elles ont disparu complètement de nos assiettes, alors que nos ancêtres s'en servaient beaucoup dans leur alimentation. Ensuite, on arrive au paléolithique, donc je fais un petit bond, et on est à moins 1,5 million, jusqu'à moins 10 000 à peu près. C'est large, hein, vous voyez, moins 5 millions, moins 10 000, en fait, on va balayer un peu tout ça. Donc c'est la période glaciaire. Au paléolithique inférieur, donc l'Australopithèque chasse. Là, on a des traces, il chasse des ours, des rhinocéros, des éléphants. Ensuite, nous avons le paléolithique supérieur. Je vais vous remettre la slide. Au paléolithique supérieur, on s'attaque aux troupeaux plutôt, les rennes, les chevaux, les mammouths, les bisons. Et ensuite, il y a un grand changement climatique, c'est la fin de l'ère glaciaire, et on chasse plutôt des animaux petits, des cerfs, des sangliers, des lièvres, des oiseaux, des escargots. Donc là, on retrouve un peu plus des choses qu'on a aujourd'hui dans notre assiette. Mais on a quelque chose qui nous rapproche, quelque chose qu'on trouve dans l'alimentation aujourd'hui, peut-être pas tout le monde, mais dont on entend parler, qui vient de cette époque-là. Est-ce que vous voyez quelque chose ça vous dit quelque chose de ce dont je viens de vous parler? Il y a le régime paléo. Vous avez entendu parler du régime paléo? Pour ceux qui ne connaissent pas le régime paléo, c'est l'idée de manger, en fait, de ne pas manger selon le conditionnement de l'ère industrielle, mais de manger ce que mangeaient nos ancêtres, pardon. Et de manger, en fait, de la viande, du poisson, des légumes, des œufs, des oléagineux, et de manger à 80% cru. Donc c'est un principe, en fait, qui peut être intéressant. Et je vous montrerai tout à l'heure un peu comment il pourrait être pensé peut-être un peu autrement. Après, donc, on a deux moments importants dans l'histoire. Donc pareil, je vais avancer là assez rapidement. On a la domestication du feu, en moins 450 000, estimée, et l'agriculture et la domestication des animaux, en moins 12 000. Donc, Paul Bocuse nous dit, dès qu'il y a eu deux pierres et un feu, il y a eu cuisine. On peut imaginer que, voilà, que ça peut être le début de la cuisine, de se dire, il y a un feu et là, on s'y met. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est d'imaginer qu'en fait, donc il y a moins 452 000 ans à peu près, on a commencé à cuisiner avec le feu, donc, et de voir que dans le monde, il y a encore des personnes dans certains pays qui cuisinent toujours de la même façon, qui n'ont pas changé en fait, qui vont manger des graines, des feuilles, qui vont cuire un aliment de façon très brute sur le feu. Alors nous, est-ce qu'on est loin ou pas de cette alimentation-là? Ça dépend un peu, mais parfois, moi, je me sens vraiment plus du tout connectée avec ces traditions-là. Et comment est-ce que l'homme mangeait donc, avant le feu? On dit qu'il mangeait complètement cru. On peut imaginer que l'homme s'est toujours inspiré des animaux, de ce que l'animal faisait et essayait en fait, de l'imiter. Et certains animaux enterrent leur proie et pour conserver l'aliment et pour pouvoir y revenir plusieurs fois. Et c'est un début de fermentation et c'est ce qu'on appelle aussi le faisandage pour la viande. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment peut-être le début d'une histoire, celle que je vais vous raconter plus ou moins ce soir, puisque je me suis beaucoup inspirée d'un livre qui s'appelle « Ni cru ni cuit » de Marie-Claire Frédéric, qui parle de l'histoire des aliments fermentés. Pour moi, en fait, donc c'est une histoire vue avec un certain prisme,
Et pour moi, en fait, donc comme dans toute histoire, on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours si c'est vrai, hein, parce qu'on va découvrir un crâne et on va dire ah ben non, finalement, c'était pas ça et ce qu'on a cru, c'était pas vrai. Et là, en fait, il y a plein de choses que je vais vous raconter qui sont vues sous un certain prisme et qui, moi, en fait, me racontent des choses qui m'intéressent et qui vont pouvoir me permettre de changer des choses dans mon alimentation et d'améliorer, en tout cas, ma façon de voir cette alimentation. Donc, qu'est-ce que c'est que la fermentation ? Alors, la fermentation, ça, c'est la définition de Wikipédia. Est-ce que, du coup, vous la comprenez un peu ? Non, pas trop. Bof, pas trop. Donc, en fait, la fermentation, ce sont des micro-organismes, des bactéries, des levures ou des champignons qui vont agir sur un aliment et qui vont provoquer une réaction chimique. Ça va transformer les sucres en autre chose et ça va provoquer une réaction gazeuse et transformer l'aliment. Et ce qui est génial dans la fermentation, c'est que ça va rendre l'aliment meilleur. Pourquoi ? Parce que ça va lui ajouter des enzymes, des vitamines, ça va changer sa structure, donc ça va le ramollir pour les aliments durs, et en même temps, il va rester vivant, mais tout en ne pourrissant pas, puisque c'est l'inverse en fait du pourrissement, c'est la fermentation. Et ça change la structure et l'aspect de l'aliment. On connaît aujourd'hui la fermentation à travers le vin. Souvent, quand on parle fermentation, on parle vin. Et oui, effectivement, mais il n'y a pas que le vin, il y a plein de choses qui fermentent. Et où sont ces bactéries ? Elles sont déjà présentes sur la peau du raisin, sur le grain de blé, elles sont dans les sols, dans les caves, partout en fait où on va fabriquer des aliments. Les bactéries, elles sont là et elles viennent nourrir les aliments qui vont fermenter. Donc si je reviens un petit peu en arrière sur l'histoire des hommes et de ce qu'ils mangeaient cru, en fait, il y a eu des histoires en fait, qui ont été racontées sur le fait, sur la mâchoire en fait, qui a rétréci, et on a dit que en fait, la mâchoire rétrécissait et du coup les molaires rétrécissaient et que en fait, c'était dans ce sens-là que ça allait. Je ne suis pas très claire, mais pour vous donner l'exemple, aujourd'hui, on perd nos dents de sagesse. Il y a beaucoup de gens qui naissent sans leurs dents de sagesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de nos dents de sagesse. Et on peut imaginer qu'en fait, à l'époque, pareil, en fait, la taille des dents a diminué parce que l'alimentation a changé. On n'avait plus besoin des grosses dents, donc les dents ont changé, donc la taille du crâne a changé. Donc c'est une façon de voir un peu différemment que c'est plutôt l'alimentation qui a fait évoluer. Et on peut imaginer que, en fait, cette fermentation, elle a permis de changer cette alimentation-là, et parce que les dents, elles ont changé de taille 1 million d'années avant l'apparition du feu. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu des changements dans l'alimentation, 1 million d'années avant qu'il y ait cette possibilité d'attendrir les aliments. Donc, il aurait peut-être pu trouver cette solution-là. Après, les boissons fermentées et les graines fermentées, on peut imaginer aussi l'homme a découvert cette fermentation et que c'est le goût qui lui a donné l'envie d'en faire et qui lui a donné le goût en fait de les produire. Donc, ce que je vous racontais, c'est qu'on dit que c'était en moins 12 000 le début de l'agriculture. Et pourtant, en fait, on sait qu'il a cultivé, qu'il y avait du pain qui a été retrouvé avant le début de l'agriculture. Donc déjà, en fait, il y avait cette culture du pain. Et pourquoi est-ce qu'il aurait cultivé les céréales ? Donc, puisque c'est ce qu'on a retrouvé, les céréales, voilà à quoi ça ressemblait en fait au début les céréales. Donc maintenant, on a des grandes céréales avec plein de grains, des beaux épis. Il faut savoir qu'un épi de maïs, l'ancêtre de l'épi de maïs, c'est à peu près 9 grains, que les feuilles sont dures, que les grains sont durs, que c'est petit, c'est pas facile à ramasser, et puis ça se disperse souvent puisque c'est fait pour être ensemencer le sol, donc c'est très compliqué à cultiver. Et à l'époque, il y avait déjà des arbres avec des grands fruits, des gros fruits, avec des feuilles plus faciles à cultiver.
Donc, on peut imaginer que c'est le goût des céréales qui a fait qu'il s'est mis à en cultiver. Mais il y a une autre contrainte aussi quand il en mange, c'est que les grains, en fait, ne sont pas riches en certaines vitamines, en certains acides aminés, j'y arrive, en protéines. Et au contraire, il y a de l'acide phytique et de la cellulose dedans. Et donc, c'est très difficile à digérer. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à cultiver des choses qui ne sont pas faciles et en plus qui sont difficiles à digérer? Donc, ce qui corrobore un peu cette idée qu'il a réussi à le transformer avant de le cultiver. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit jeu. Je vais vous demander, là, de me dire quelle est la chose, l'aliment, que vous aimez tellement que vous ne pourriez pas vous en passer et que vous l'emmèneriez dans votre valise sur une île déserte. Quel est l'aliment, la chose que vous adorez le plus et que... C'est quoi, j'ai entendu? Une bonne bière, ok. Allez-y, n'hésitez pas, ouais. Mais ça peut ne pas être fermenté. Hein. Dites-moi les aliments. La carotte, ok. Le fromage, ouais. Les pommes de terre. Le fromage, encore. Le maquereau. Ouais, d'accord. Oui. Le mangoustan, donc qui est un fruit exotique. Le pois chiche, ok. Ouais. Les graines, des mélanges de graines. Ok. Non, personne d'autre? La banane, la noix de coco, le poisson, le café, ouais. Le thé, la framboise, j'ai entendu. Ok. Bon, c'est marrant, personne n'a dit le pain. Pourtant, les Français sont très accros et ont besoin de leur pain souvent, mais non. Bon, pas vous, ok. Le vin, non, il n'y a pas des gens par là-bas, je ne citerai pas, qui ont... Ok. Personne n'a dit chocolat non plus. Ah, j'ai pas entendu. Pardon. Chocolat, ok. Le chocolat suisse, on précise, ok. Donc, en fait, c'était pour vous faire dire un peu les choses qui, effectivement, sont fermentées. Le pain, le fromage, le vin, la bière, les gâteaux, le chocolat, le café, le saucisson. Tout ça, c'est un peu l'alimentation préférée, chérie, en tout cas des Français. Et ce sont tous des aliments fermentés. C'est tous des produits qui ne sont pas forcément tous fermentés maintenant, mais qui sont tous à la base dans leur histoire des produits issus de la fermentation. Il y en a d'autres que vous avez sûrement déjà mangé, peut-être de la choucroute. Oui. De la sauce soja. Oui. Des citrons confits. Ouais, des olives, des cornichons, des falafels, de la sauce ketchup, du tabasco. Tout ça, alors pareil pour la sauce ketchup et tabasco, maintenant on ne la trouve plus trop fermentée, mais c'est tous des produits qui sont à la base fermentés. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la fermentation a conditionné nos goûts? Parce qu'il y a quand même énormément de choses dans notre alimentation qui sont une grosse part de nos goûts. La première trace de fermentation, donc je reviens un peu dans l'histoire de ce qu'on a retrouvé, c'est une boisson fermentée, c'est l'hydromel. Donc l'hydromel, c'est du miel, de l'eau, et en fait, il n'y a besoin de rien, ça fermente tout seul. Donc ça, c'était vos aliments. Donc on imagine en fait comment les premières personnes ont découvert en fait l'hydromel, une ruche qui se remplit d'eau et qui fermente. Peut-être des abeilles qui ont déjà découvert la chose depuis longtemps, mais la personne qui le découvre, donc c'est une boisson alcoolisée un peu euphorisante, donc on peut imaginer le plaisir et le côté très sucré. Et on découvre en fait sur des traces historiques en moins 6000 une boisson fermentée qui est faite avec un mélange de miel, de riz, de raisin, de baies d'aubépine. Pour l'époque, en fait, c'est assez sophistiqué.
Pourquoi alors que l'hydromel se fait facilement? Parce que quand il y a du riz, en fait, il faut que le sucre dans le riz fermente et que l'amidon se convertisse en sucre pour qu'il y ait cette fermentation. Et elle ne se fait pas toute seule. Donc il y a deux solutions. Soit il faut un maltage avec une germation et une torréfaction, comme pour la bière. Soit il y a une autre solution, c'est la mastication. C'est la méthode la plus ancienne. Donc la salive, en fait, on mâche et on crache et on recrache l'élément. Et la salive, en fait, contient une amylase qui fait la saccharification. Et en fait, c'est une technique qui est encore utilisée. À Taïwan, au Japon, au Brésil, on fait encore des choses avec des tubercules. Et il y a même une bière en Afrique, la bière au sorgho, qui se fait de cette manière-là. Et il y a un autre aspect sur lequel on peut s'interroger aussi par rapport à ces choses fermentées. À un moment donné, en fait, on a trouvé des jarres décorées avec des traces de boissons fermentées à l'intérieur. Et non, pas celle-là. Non, il y avait, pas de boissons fermentées dedans, mais il y avait des traces de fermentation dedans. Et on s'est dit que c'était pour faire cuire des choses qu'on avait créé ces pots en terre et qu'on les avait décorés. Mais à l'époque, il y avait déjà des façons de faire cuire des choses. On faisait des fosses dans la terre, on mettait des tubercules, des graines, des racines, et on jetait des pierres brûlantes dedans, et c'était comme ça qu'on faisait les premières soupes. Ou alors on mettait une outre d'animal avec de l'eau dedans, et ça chauffait près du feu. Et donc on n'avait pas forcément besoin des pots en terre. Et on s'est posé la question sur les dessins. Qu'est-ce que racontaient les dessins? Et en fait, c'est le début de l'aspect rituel de la fermentation. En fait, on crée des événements rituels et festifs et des choses assez symboliques. C'est comme ça, en fait. En anthropologie, il y a toujours une partie qui vient symbolique avant un usage dans le quotidien. Donc, on peut imaginer que l'homme, en fait, a fait des choix idéologiques et religieux en lien avec le fermenté. Et parce que, en fait, cette fermentation, elle a un côté un peu magique. C'est de la vie, en fait, qui se crée un peu toute seule. J'ai un exemple assez fort pour moi, c'est dans les grottes de Lascaux. Donc, on voit ces dessins avec des cerfs, et on a trouvé beaucoup d'os de cerf autour des campements, qui montrent que, en fait, l'homme mangeait beaucoup cet animal. Mais il ne l'a jamais domestiqué, alors que les cervidés sont assez faciles à domestiquer. Donc pourquoi, en fait, est-ce que cet animal n'a jamais été domestiqué? C'est parce qu'en fait, il représentait quelque chose de plus grand. En fait, il avait une dimension plus symbolique et plus religieuse. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est celui avec le chocolat. Donc, dans le chocolat, il y a un grand lien, en fait, entre les pratiques religieuses et cet aliment, parce que c'était d'abord une boisson alcoolisée et fermentée, et qu'elle était bue par les prêtres, par les rois et par les victimes sacrificielles. Donc, c'était vraiment pas tout le monde n'en buvait pas. Et ensuite, ce seront les colonisateurs qui vont en faire quelque chose de plus... les missionnaires, qui vont désacraliser pour pouvoir mieux christianiser. Mais du coup, elle a quand même, au départ, une notion très forte, en fait, très, très, très symbolique et très religieuse. Aujourd'hui, on consomme 7 kilos de chocolat par personne et par an. On consomme 4 millions de tablettes, ça c'est en France. Donc c'est plus, alors là-bas ils disent plus de 7 kilos. Et en Suisse, plus de 7 kilos, voilà. Donc on peut se poser la question, est-ce que le chocolat, on l'aime, on l'apprécie parce que c'est quelque chose qui nous est transmis dans nos gènes, ou est-ce que c'est parce que aussi c'est quelque chose qui est transmis symboliquement et qu'il y a une aura en fait autour du chocolat? Donc si on en revient aux céréales, donc avec les bouillies de céréales, au départ en fait on a réussi donc à faire d'un côté la bière et d'un côté le pain. Donc les deux bouillies d'orge ont donné deux recettes un peu différentes. Et le premier pain, donc il était sans levure. Les pains, il y a eu, à un moment donné, on a répertorié qu'il y avait des traces, mais il y a très longtemps, de 400 pains différents.
Donc on a expérimenté énormément, enfin les hommes ont expérimenté énormément autour du pain. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses comme les blinis, la focaccia, la fouasse, les tortillas, les naans, les chapatis, les idlis, les dosas. Tout ça, c'est des pâtes qui étaient fermentées. Et d'ailleurs, en France, il nous en reste une qui est plus vraiment fermentée, mais qui quand même vient d'une tradition. Je vais vous proposer de la goûter, si tu veux bien faire passer. C'est la galette de sarrasin. Donc c'est une spécialité bretonne, la galette de sarrasin. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire reposer la pâte? Alors maintenant, on fait reposer la pâte en général au frigidaire, mais en fait, la faire reposer au frigidaire, ça ne sert pas à grand-chose, parce que pour la fermentation, il faut de la chaleur. Donc là, je vous ai fait des galettes, donc une pâte à galettes de sarrasin fermentée, et j'y ai rajouté du miel pour accélérer la fermentation. Donc vous pouvez vous servir. Je vais vous parler d'un autre élément fermenté, c'est le fromage. Il y a des études qui ont été faites, paléogénétiques, qui montrent qu'en fait, l'homme, à une certaine époque, ne synthétisait pas la lactase. Donc la lactase, c'est une enzyme qui est produite par l'intestin grêle et qui permet de digérer le lait, parce qu'il transforme le lactose en glucose. Tous les bébés mammifères, y compris les bébés humains, ont cette enzyme jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Donc en fait, on peut la boire quand on est bébé. Et en fait, il se trouve que, donc, à une époque, ils ne l'avaient pas. Aujourd'hui, on l'a. On l'a quasiment tous, à part dans une partie de l'Asie. Dans l'est de l'Asie, ils n'ont pas cette enzyme. Et ça change un peu aussi la manière dont on peut voir l'histoire par rapport au fait que et il y a des hypothèses qui sont faites sur le fait qu'on a élevé les animaux pour le lait. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'ils auraient consommé du lait s'ils ne pouvaient pas le digérer? Donc, en fait, après, c'est quelque chose que certaines personnes ne se posent pas parce qu'il y a un gros conditionnement, moi je trouve, très fort à ce niveau-là, c'est qu'en fait, c'est normal d'avoir mal au ventre. Moi, je rencontre plein de gens qui disent « Ah, j'ai bien mangé, j'ai mal au ventre » et c'est normal d'avoir mal au ventre. Ou des gens qui vivent leur vie en ayant mal au ventre. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle buvait du café au lait tous les jours et que c'est le jour où elle a arrêté qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait plus mal au ventre. Donc, elle a passé 20 ans de sa vie à avoir mal au ventre et elle trouvait ça normal. Et donc, je reviens au lait. Qu'est-ce qui a permis, en fait, de consommer le lait sans cette enzyme? C'est donc la manière de le transformer, c'est le fromage. Donc la fermentation transforme le lactose en acide lactique assimilable, et pareil pour le yaourt et le beurre. Donc pour vous raconter un peu comment c'était fait, donc les bergers mettaient le lait dans une outre de chèvre, ils faisaient coaguler le lait, ils formaient un peu des petits fromages, et puis bon, c'était facile à transporter. Mais après, quand ils refaisaient du fromage, ils remettaient le lait dans la même outre, et en fait, le lait était ensemencé tout de suite. On nettoyait pas l'outre à l'eau de javel pour en mettre ensuite dessus. Et ce qui se passait, donc, c'est que les bactéries revenaient, elles étaient déjà là. C'est un peu aussi comme ça qu'on fait des yaourts quand on a une yaourtière. On rajoute en fait un yaourt qui a déjà les bactéries et ça réensemence déjà le produit. Qu'est-ce qui se passe quand dans ces outres, il y a sur les parois, à force que les bactéries se déposent, il se forment des grains de protéines, de polysaccharides agglutinés. Et c'est ce que madame disait, c'est du kéfir. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le kéfir. Donc le kéfir, c'est une boisson donc qui est fermentée. Et c'est une entité biologique à part entière parce que c'est un mélange de plus d'une trentaine de microbes et de levures. Donc le kéfir, en fait, c'est des grains. Est-ce que tu peux montrer le kéfir, s'il te plaît, Corinne? En fait, le kéfir, donc, c'est des grains qui, quand ils fermentent, ils vont doubler de volume. En fait, ils vont se multiplier. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est quelque chose qui se donne. Alors, on peut acheter des ferments un peu pour faire du kéfir de lait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc ça c'est les grains de kéfir. Je vais vous faire passer du kéfir alors que je n'ai pas réussi à le
à le redévelopper. C'est Florence qui m'a passé. Non, il s'est pas fait. Je pense qu'il fallait un peu de temps pour le réveiller. Et du coup, vous allez pouvoir voir en fait comment, si vous voulez regarder en fait. Alors, je pense qu'il y en avait peut-être un peu, presque moitié moins en fait quand tu me les as donnés. Et donc là, ils se sont multipliés. Et en fait, il y a vraiment une fermentation. Donc, quand on boit du kéfir, on a le résultat de quelque chose qui nous vient d'il y a 6000 ans des bergers. En fait, c'est vraiment une transmission qui a été faite, qui est très puissante. Et aujourd'hui, on imagine mal comment on pourrait avoir des bactéries qui se développent dans une outre d'animal et qu'on pourrait refaire. On ne peut pas le faire de rien du tout. Je rebondis un peu sur l'histoire du fromage. Je vais faire un petit bond dans le temps et vous parler du camembert. Donc, il y en a qui aiment le camembert par là-bas. Le camembert, avant 1900, il avait une jolie croûte bleu-gris-vert avec des taches brun-rouge. On est assez loin de cette couleur. Hein. Je vous ai mis un bien plâtreux, bien blanc. Et en fait, il était vendu sur les marchés parisiens et on préférait en fait qu'ils aient moins de taches. Donc petit à petit, on a voulu des fromages bien blancs, sans taches. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites pour remplacer la moisissure caractéristique du camembert, qui s'appelle la Penicillium camemberti, et qui a été remplacée par une autre, qui s'appelle la Penicillium candidum, qui a été cultivée in vitro par l'Institut Pasteur. Et ensuite, après 1960, il y a eu une autre peur, c'est la peur d'une épidémie de moisissure bleue. Et là, on a complètement arrêté la maturation du lait. Donc, on a complètement arrêté de faire le fromage comme il était fait traditionnellement. Donc, je rebondis aussi sur la révolution majeure dans notre alimentation avec deux personnages forts, c'est Pasteur et Ford. Pasteur, donc il découvre les microbes au milieu du 19e siècle. Pardon. Parce que les microbes, on ne les connaissait pas avant et on ne savait pas comment marchait la fermentation. Lui s'est beaucoup intéressé à la fermentation parce qu'il travaillait avec des gens qui faisaient de la bière et qui voulaient savoir comment améliorer la façon de la faire, améliorer la conservation. Donc Pasteur s'est penché sur le sujet. Quand ils ont découvert qu'il y avait plein de microbes, ils se sont dit qu'il fallait éliminer tous ces microbes parce qu'en fait, ils étaient aussi significatifs de morts et de maladies. Donc, ça a été le début de l'hygiénisme. Et donc, on va, à partir de ce moment-là, nettoyer l'alimentation de tous les germes, de tout ce qui sent fort, de tout ce qui n'est pas conforme à l'image qu'on veut en avoir. Et donc, on enlève les sauces de poisson, les fromages qui sentent fort. D'ailleurs, petite anecdote, le micro-organisme qui fait que les poisses sentent aussi fort, c'est le même micro-organisme qui agit sur nos aisselles. D'où les concordances d'odeurs, les ressemblances qu'on peut faire. Donc, en fait, on ne fait plus cas, à cette époque, des mauvaises bactéries et des bonnes bactéries. Et on veut toutes les bannir. Donc, sont mises en place plein de techniques. Il y a l'apertisation avec les boîtes de conserve en 1795 et la pasteurisation, donc qui tue les bactéries. Ces deux techniques, elles tuent les bactéries. Il y en a d'autres. Il y a la congélation qui les endort. Il y a la stérilisation UHT, ensuite il y a l'irradiation, les additifs, les conservateurs. Avant ça, tout le monde faisait un peu des choses à la maison, tout le monde faisait un peu son vinaigre, ses cornichons, son cidre, sa choucroute. Et en fait, là, la tradition industrielle a mis fin à 450 000 ans de tradition culinaire et a un peu retiré le pouvoir des personnes. Et a aussi retiré leur pouvoir d'achat puisqu'elles étaient obligées d'acheter à l'industrie des choses qu'avant elles faisaient elles-mêmes. La deuxième révolution, c'est la révolution industrielle. Donc Ford fait de ses employés des esclaves qui fait travailler à la chaîne. Et après les 2 guerres mondiales, on veut relancer l'économie. Et donc les entreprises qui s'occupaient de fabriquer des armes chimiques
pendant la guerre, se sont mises à faire des pesticides et les usines qui faisaient des armes se sont mises à faire des tracteurs. Donc on a augmenté en fait la production agricole de cette manière-là, mais il fallait que les personnes puissent manger ce qui était fabriqué. Donc c'est le début de la publicité. Vos protestations ne changent rien de constatations scientifiques. C'est un fait. Les glaces du pôle fondent. Et cependant que les éruptions volcaniques sont de plus en plus fréquentes, la Terre se réchauffe. On dirait vraiment que le diable s'en mêle. Et jusque dans vos vies privées, n'est-il pas diabolique que l'eau fraîche, sans raison, se mette à bouillir? N'est-il pas infernal que la salade se fane et s'étiole avec une pareille soudaineté? La glace elle-même ne résiste pas à cette action démoniaque. Et dans ce monde trop chaud, le poisson lui-même étouffe. J'ai chaud. Il est tout de même invraisemblable qu'on ne puisse pas déguster un poisson frais. Mais qu'est-ce que tu attends pour m'acheter un vrai frigidaire? Le véritable frigidaire déconcerte le diable lui-même et supprime les méfaits de la chaleur qui ruine le monde. Le véritable frigidaire assure la sécurité et le confort de la famille et simplifie le travail de la femme. Elle ne fait plus le marché qu'une fois par semaine et dispose constamment d'aliments sains. Le véritable frigidaire, qui ne consomme pas plus qu'une lampe ordinaire, est construit seulement par General Motors. Alors je passe sur l'aspect sexiste de cette pub, je n'en parlerai pas. Mais en fait, c'est un peu caractéristique de ce qu'on essaye de vendre à cette époque. Et la production industrielle, en fait, veut vendre. Et du coup, pour vendre, elle va faire que c'est toujours le même goût. Parce que les personnes, elles doivent retrouver toujours un peu la même chose. Et du coup, il y a des choses qui perdent leur goût. Par exemple, le beurre. Qu'est-ce qui donne le goût du beurre? C'est les ferments qui créent l'acide lactique et la diacétyle. Et aujourd'hui, la crème est pasteurisée et on y ajoute des ferments lactiques et des additifs. Donc ça n'a plus rien à voir avec la tradition du beurre. Pour les sauces soja, c'est pareil. Les sauces soja, normalement, c'est 3-4 ans de fermentation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer combien de temps on passe pour faire une sauce soja? Non? Combien? Non, personne n'a d'idée? Oui, mais pour faire la fermentation. Combien de temps les industriels font fermenter? C'est quelques heures. On est passé de 3-4 ans à quelques heures. Et maintenant, on y ajoute du glutamate de sodium, du colorant caramel, du sirop de glucose et un épaississant amidon. Voilà, pour remplacer 3-4 ans. Ensuite, les légumes. Est-ce que vous connaissez ces légumes? Est-ce que tout le monde a déjà goûté ces légumes? Alors, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, en fait, parce que ça m'arrive souvent de faire des ateliers où je les utilise parce qu'ils sont très beaux. Et il y en a qui ne connaissent pas. Donc, d'un côté, vous avez des carottes et de l'autre, vous avez des betteraves. Corinne, est-ce que tu peux passer? Je vous ai coupé un peu de quelques betteraves pour ceux qui veulent la goûter, peut-être qui les ont jamais goûtées. C'est des aliments en fait qu'on a perdus sur nos étals. À une époque, en fait, on les avait plus du tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez le moment où on n'avait que des carottes oranges et des betteraves violettes. Ça arrive, il y a encore des endroits où il n'y a que des carottes oranges et des betteraves violettes. Pour la petite histoire, la carotte orange, en fait, elle a été créée par les Hollandais qui voulaient accueillir le comte d'Orange et qui ont donc fait une création avec une carotte rouge et une carotte blanche. Et ils ont découvert que la carotte orange était plus sucrée, parce que c'était des carottes donc, de couleur naturelle, et la carotte orange est devenue le produit qui a été industrialisé. Et donc on n'a eu plus que ça. Et on n'a eu plus que ça aussi, ça a été pareil pour les tomates, pour les courges. Alors on arrive dans une période où on redécouvre en fait ce qu'on appelle les légumes anciens, mais en fait on redécouvre un peu nos traditions culinaires parce qu'on a eu un énorme conditionnement des industriels qui nous ont mis des choses dans nos étalages, dans nos supermarchés, partout.
et on avait perdu toute cette tradition-là. Pour vous résumer un peu l'industrie agroalimentaire, en 1959, c'est 70% de notre consommation. En 97, c'est 80% de notre consommation. Et aujourd'hui, ça redescend un petit peu parce qu'on revient plus à des traditions, à du terroir, à du bio, à du fait maison. Mais les enjeux économiques sont énormes pour l'industrie, donc ils continuent à essayer de nous vendre. Et les publicités, alors on rigole de la publicité tout à l'heure parce qu'elle est énorme en fait. On voit les grosses ficelles, mais aujourd'hui en fait ils utilisent les mêmes principes, sauf que ça se fait un peu plus finement et un peu plus avec l'ère d'aujourd'hui. Je vous ai dit que je vous proposerai des pistes en fait pour changer un peu de ces conditionnements de ce qui nous amène à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc le premier conseil que je peux vous proposer, c'est de recommencer à manger fermenté. Donc comment faire pour recommencer à manger fermenté ? Je vous ai proposé, à la fin, vous pourrez venir goûter un petit peu. Je vous ai mis des légumes lacto-fermentés. C'est des légumes, c'est assez facile à faire en fait, c'est comme la choucroute, donc c'est des légumes mis avec du sel, donc où il n'y a pas d'air, et le légume donc va se conserver très longtemps et va prendre un goût un peu caractéristique. Donc j'en ai deux, j'ai une ratatouille, et l'avantage c'est que les légumes en fait sont crus, mais n'ont pas le goût du cru, et sont vivants et sont pleins de vitamines et d'enzymes. Et je vous ai mis un pain aussi qui est fait avec des blés anciens, et qui est aussi fait avec des levains particuliers. Donc après, je vous ai mis, alors c'est pas très joli écrit comme ça parce qu'il y a des accents, mais c'est un article que j'ai écrit sur les légumes lactofermentés. Si jamais vous voulez prendre la référence en photo pour le lire, j'explique en fait ce qui se passe quand on fait un légume lactofermenté, comment on le fait, et je fais aussi des ateliers pour apprendre à le faire, mais je vous expliquerai un peu les ateliers après. Petit exemple, il y a des expériences qui ont été faites sur des aliments qui ont été mis, on les met dans des bocaux. Et il y a des aliments qui ont été mis avec des salmonelloses ou avec des Escherichia coli, donc des bactéries qui tuent carrément. On les a mis comme ça, et à la fin, on a fait des examens, il n'y avait plus ces bactéries. Donc vraiment, ça amène des bonnes bactéries, mais ça tue les mauvaises bactéries. La deuxième solution que je vous propose, c'est de manger moins industriel, de faire plus maison. Vous me direz, on n'a pas toujours le temps. Moi, je pense qu'il y a toujours moyen en fait, de faire des choses, de couper un légume vite fait et de trouver des solutions pour manger mieux. Donc pour ça, je peux vous proposer des choses. Sur mon site internet, je donne toutes mes recettes, elles sont en open source, donc vous pouvez aller voir toutes les recettes que je propose. Et je fais aussi pas mal d'ateliers, de coaching, de choses autour de ça. Et je vous ai mis des petits flyers, si vous êtes intéressés, vous pourrez venir les chercher à la fin. Une autre solution que je vous propose, c'est de manger en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire manger en conscience ? Ça veut dire prendre le temps, parce que souvent on est assez pressé, on pense souvent à autre chose, et de s'arrêter juste en mangeant un aliment, de fermer les yeux, de sentir vraiment le goût qu'il a, de faire juste ce petit exercice de temps en temps. Si vous avez envie, à la fin de la conférence, de vous mettre à deux, de vous faire goûter quelque chose, et de faire goûter à l'autre et de vous parler des sensations que vous avez, ça aussi, ça permet, en fait, la parole aussi permet de donner d'autres éléments, de transmettre d'autres choses. Une autre solution pour changer, c'est de manger moins. Alors, ça fait toujours un peu peur de manger moins, mais on mange souvent. Alors, c'est Laurence, dont je vous parlais au début, qui a fait la conférence, qui est naturopathe, qui me disait qu'on mange 4 à 5 fois trop. Pourquoi on mange 4 à 5 fois trop ? Parce qu'on mange plein d'éléments en fait, qui nous servent à rien, avec plein de choses qui sont vides et qui vont plutôt ralentir notre organisme et qui vont demander du travail à notre organisme plutôt que de nous apporter des bénéfices. Une autre chose que je vous propose, c'est de vous reconnecter à la Terre.
je fais partie d'un projet qui s'appelle l'Oasis Citadine. C'est une ferme urbaine collaborative qui se trouve à côté du château de Flaugergues, où on peut apprendre la permaculture, donc apprendre des choses, cultiver, mettre les mains dans la terre. C'est accessible, c'est vraiment pas loin de Montpellier. Et en fait, moi, quand je fais cette expérience-là, de mettre les mains dans la terre, déjà, je trouve qu'il se passe quelque chose vraiment en moi où je me sens mieux. En fait, ça m'apaise. Et quand je mange un légume que je viens juste de cueillir, vraiment, je le sens à l'intérieur que ça change tout, en fait. Je sens que c'est vraiment bon pour moi. Mais il y a d'autres solutions. Donc, si vous n'avez pas le temps non plus d'aller faire ça, il y a aussi d'aller dans des AMAP sur les marchés, la Cagette de Montpellier, où vous trouverez des produits de qualité. Une autre solution aussi, c'est de vous reconnecter à votre corps. Souvent, c'est vrai qu'on est assez déconnecté, en fait. On n'est pas toujours à l'écoute de ce qu'il nous dit. Donc, la solution aussi de fermer les yeux avant de manger et d'écouter un peu est-ce que ce que je vais manger, c'est bien pour moi. En fait, au début, quand on n'est pas connecté, on n'entend pas forcément, mais à force de le faire, il y a quand même des choses qui viennent. Et autre chose, c'est aussi de se reconnecter à son cœur. Pour moi, c'est vraiment important. Et on le dit quand on fait la cuisine, je l'ai faite avec amour. Ah bah oui, ça se sent. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai appris la cuisine avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a transmis son savoir. Et j'ai appris d'abord en faisant de la pâtisserie. Elle m'a appris à faire sa crème anglaise. Et quand je refaisais sa crème anglaise, je disais, mais ça n'a pas le même goût. Ma mère, elle me disait, mais c'est normal, tu n'as pas les mêmes casseroles qu'elle, et puis elle avait ses œufs de poule et son lait, donc c'est normal que ça n'ait pas le même goût. Mais quand je la faisais avec elle, donc avec ses casseroles, avec les œufs de ses poules, avec les mêmes choses, et qu'elle était derrière moi en train de me dire tout ce que je dois faire, ben même ça n'avait pas le même goût. Donc il y a vraiment quelque chose qui passe dans l'énergie qui transmet ce goût. Je termine avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, le docteur Emoto, donc, qui a fait des expériences sur l'alimentation et qui a testé donc, sur des molécules d'eau ce qui se passait avec certaines émotions et avec des mots qui ont été dits. Donc il les a photographiés, les molécules d'eau, et en fait, suivant ce qu'avaient les pots comme mots associés à l'eau, en fait, la molécule se comportait de manière différente. Donc imaginez avec tous les aliments, toute l'eau en fait qui se trouve dans les aliments, toute l'eau qu'on a à l'intérieur de notre corps, toutes les émotions, ce qu'elles peuvent modifier en fait dans la structure même des aliments. Donc je termine là-dessus. Donc là, si vous voulez retrouver des informations, vous avez mes coordonnées, mon site, comme je vous disais, vous avez des petits flyers. Et à la fin, vous pouvez écrire sur le papier vos coordonnées pour savoir ce que je propose. Merci de m'avoir écouté.